Donc, on a avec nous aujourd'hui l'intervention de Jennifer Ozès, qui est écotoxicologue et qui va nous parler des produits toxiques dans le quotidien. Alors, je ne sais pas si produit toxique est un trop grand mot, mais je te laisse la main du coup, Jennifer. À toi. Produits toxiques, non, c'est pas un trop grand mot. On va voir pourquoi. Du coup, moi, on m'a demandé d'intervenir sur la thématique des perturbateurs endocriniens à l'occasion d'Octobre Rose, puisqu'on sait aujourd'hui que certains perturbateurs endocriniens peuvent mener à des cancers. On va pas spécialement s'attarder sur ça, puisque c'est difficile de savoir quelle substance peut être à l'origine de tel ou tel cancer, hein. C'est multiparamètres, multipolluants. Mais voilà, l'idée, ça va être de comprendre un peu mieux les perturbateurs endocriniens pour ceux qui connaissent pas, et surtout de savoir où est-ce qu'on les retrouve et de trouver des alternatives. Heu, donc juste pour me présenter dans un premier temps, donc moi je suis Jennifer Rosès, écotoxicologue. Donc mon métier, c'est principalement d'évaluer le risque chimique et l'impact qu'il peut avoir sur la santé et l'environnement. Heu, je travaille principalement, autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Donc ça va de la conception, parfois même avant la conception lorsque le couple décide de vouloir avoir un enfant, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais ça va plus loin, hein, auprès des adolescents aussi, et cetera. Voilà pour le cadre. N'hésitez pas du coup, donc en effet, William vous a fait éteindre les micros pour pas qu'il y ait de brouhaha, derrière ma présentation, mais n'hésitez surtout pas à prendre la parole, surtout, si vous avez une question pendant le webinaire. C'est pas la peine d'attendre la fin, je trouve que c'est dommage. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous voulez interagir, n'hésitez pas à prendre la parole, heu, voilà, les uns après les autres. Ce webinaire, il va durer environ 1 heure. Je préviens, souvent je déborde, donc n'hésitez pas à me dire, de me taire et que c'est terminé. Voilà, et puis si vous avez plus de temps, bah, je serai là pour répondre, je serai quand même là pour répondre à vos questions. Donc pour, les perturbateurs endocriniens, donc je vous ai fait une petite frise chronologique pour vous, présenter un peu, la découverte du lien entre, l'environnement et la santé. Donc tout ça, ça a démarré bien avant, mais en tout cas, les grandes lignes, ça a été en 1962. On a eu le livre, The Silent Spring de Rachel Carlson. Je ne sais pas si vous connaissez. En écologie, c'est quand même un des livres les plus connus. Ça a été écrit par une biologiste, américaine, si je dis pas de bêtises, et en fait, Rachel, elle s'est rendue compte, au printemps, une année, que, bah, elle entendait plus les oiseaux, faire de bruit, comme on entend régulièrement, et donc elle s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les oiseaux ne sont plus là?» Et en parallèle, en fait, on a découvert que le faucon pèlerin, vous pouvez voir ici en photo, il était en danger critique d'extinction. Donc, on a fait des études pour savoir ce qui se passait dans les années 1960, et on s'est rendu compte que ce faucon pèlerin, en fait, il était impacté par un polluant organique qui est ici donc le DDE ou DDT, plus connu sous le nom de DDT. C'était un insecticide acaricide qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les militaires, mais il a été également utilisé bien après, pendant des années, pour dans les maisons, en fait, chez les ménages, pour se protéger, lutter contre certaines maladies comme le paludisme, le typhus ou la peste. Donc ça a été, une substance qui a été énormément utilisée et qui a été utilisée, de manière positive, hein, puisque ça a permis notamment, bah, voilà, d'enlever le paludisme, la peste et tout chez nous. Mais il se trouve que, bah, ça avait un impact sur l'environnement, et notamment donc sur nos faucons pèlerins. Et on s'est rendu compte que ces faucons pèlerins, en fait, du coup, les stocks de faucons pèlerins diminuaient, heu et tout ça, c'était dû en fait à ce polluant organique qui se stockait dans les graisses, des faucons pèlerins, et pas dans le faucon pèlerin en lui-même, mais dans la coquille des œufs des faucons pèlerins. Alors là, je vous ai mis un petit graphe, mais c'est surtout pour vous montrer que plus la concentration en fait en insecticides augmentait dans la coquille des œufs des faucons pèlerins, plus, la coquille des œufs, vous voyez ici, elle diminuait, et en fait, l'épaisseur de cette coquille, elle était tellement fine que ça fragilisait les œufs, et donc du coup, on s'est retrouvé que finalement,
dans les années 80, on avait ces coquilles-là, les œufs, en fait, ils n'arrivaient pas jusqu'à l'éclosion et donc du coup, on n'arrivait pas à renouveler les stocks de faucons pèlerins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle, c'est que dans les années 70, le DDT a été interdit chez nous. Alors, ce DDT, il a une demi-vie de 2 à 15 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins 30 ans pour que on n'ait plus ce DDT qui commence, enfin, qui impacte l'environnement. Donc du coup, il a fallu quelques années, mais aujourd'hui, les faucons pèlerins sont toujours protégés. Mais voilà, les stocks réaugmentent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que quand on interdit certaines substances perturbatrices endocriniennes, on peut réussir en tout cas à renouveler les stocks, heu, d'animaux. Ensuite, on a eu dans les années 70, un autre exemple beaucoup plus du coup proche de nous et beaucoup plus connu, puisque là, celui-ci, il avait un impact sur l'être humain, ça a été le Distilbène. Pour information, le Distilbène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un médicament qui a été prescrit aux femmes enceintes dans les années 60 et 70 pour prévenir des avortements et des accouchements prématurés. Donc, ça permettait de limiter tout ça. Et pourtant, ça a été notre première preuve de perturbation endocrinienne chez l'homme, hein, enfin chez la femme. Donc ce Distilbène, en fait, il a été introduit dans les années 50. Il a été mis en évidence des adénocarcinomes du vagin dans les années 70. Et les USA, l'année d'après, ont décidé d'interdire cette substance. Nous, en France, il a fallu qu'on attende qu'il y ait de vraies preuves, de nouvelles preuves pour pouvoir l'interdire. Et donc, du coup, on a attendu environ 7 ans pour l'interdire chez la femme. Il faut savoir que ce Distilbène, il est toujours vendu en pharmacie, mais là, pour les problèmes de cancer de la prostate, d'accord? Mais il n'est plus donné aux femmes enceintes. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait que donc nos mamans qui ont été, enfin qui ont pris du Distilbène, en fait, elles ont été très peu impactées finalement par cette substance. Par contre, ce sont leurs enfants qui ont des impacts, des troubles assez importants. Donc, je vous ai mis ici pour les petites filles, on a augmentation du risque de cancer des voies génitales, des malformations de l'appareil génital, des grossesses extra-utérines, de l'hypofertilité, des cancers du sein. Pour les garçons, on observe aujourd'hui de l'hypofertilité, de la cryptorchidie, hypospadia. Et pour les deux, que ce soit fille ou garçon, on observe des troubles psychiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même les troisièmes générations, donc c'est-à-dire les enfants d'enfants d'Istivène, on observe un enfant sur 4 qui est prématuré, 8 fois plus de mortalité néonatale, etc. Donc, on observe encore des effets dans les générations suivantes. Donc ça, c'était notre premier vrai cas qui a fait débat, enfin voilà, qui a permis de se rendre compte qu'il y avait des perturbations endocriniennes, notamment avec certains médicaments, mais pas que. Ensuite, donc dans les années 70 et 80, on a eu également donc des poissons contaminés au PCB dans le lac Michigan et on a observé donc chez les populations qui vivaient autour de ce lac et qui consommaient principalement les poissons du lac. En fait, on a observé une baisse du QI chez ces enfants. Après, on a eu le tributylétain, qui est une substance qui est mise sur les coques de bateaux pour empêcher en fait tout ce qui est gastéropodes de se fixer sur les coques de bateau. Et en fait, c'était un perturbateur endocrinien. Et donc, du coup, on avait un changement du sexe de nos gastéropodes. On a eu la même problématique avec le dicofol, qui est une autre substance qu'on a retrouvée dans les lacs et notamment auprès des alligators. On s'est retrouvé que finalement, tous les alligators dans les années 90, sur une zone géographique, se sont retrouvés à être des femelles. Donc, ça pose un problème forcément. Et puis voilà, on a observé au fur et à mesure des années des nouvelles problématiques de malformations congénitales, stérilité, obésité. On a commencé à observer des choses chez l'homme également, et notamment certains cancers qui seraient dus à des perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on parle de perturbateurs endocriniens un peu à toutes les sauces et aujourd'hui je suis là pour vous en parler aussi. Et pourquoi est-ce que c'est urgent? Eh bien parce que vous voyez, les dernières études donc, de l'OMS en 2022 ont montré que la pollution de l'air intérieur, donc tout ce qu'on va amener comme objet polluant dans notre intérieur, dans nos bureaux, nos voitures, nos logements, ça représente 3,2 millions de décès en 2020.
mais c'est à peu près la même chose tous les ans. Et on a environ 237 000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent de cette pollution de l'air intérieur. Alors, petit bémol quand même, cette étude, elle prend en compte, aussi les enfants qui vivent dans les pays du tiers-monde où on va faire des feux, dans les logements et cetera et donc il y a énormément de fumée, et on sait que c'est très toxique et tout, donc ça ne prend pas en compte que des pollutions, dans les pays, développés, mais voilà, ça reste quand même des décès qui pourraient être évités. En Europe, on a donc les facteurs environnementaux qui pourraient être supprimés, qui représentent 1,4 million de décès par an. Donc, je vous ai mis ici, ça représente 15 des décès. Et après, on a 10 des cancers en Europe qui pourraient être avec une origine environnementale ou professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on a environ 10% des cancers en Europe qui pourraient être limités, en fait, évités si on faisait de la prévention, si on faisait tout ce que vous allez voir tout à l'heure, toutes les alternatives que je vais vous proposer tout à l'heure peuvent permettre, en tout cas, de diminuer euh, ces cancers en Europe. Alors, pour la définition des perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, elle fait toujours débat, mais la définition qui fait le plus consensus aujourd'hui, c'est celle de l'OMS qui date de 2002, qui dit que un perturbateur endocrinien, c'est une substance exogène ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein d'une sous-population. Donc, vous voyez, on a l'effet générationnel qui est pris en compte dans la perturbation endocrinienne. Lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, il faut se rappeler donc de ce que c'est le périmètre du perturbateur endocrinien et notamment le système endocrinien. Donc, je vous ai mis ici, en fait, c'est l'ensemble des glandes responsables de la synthèse des hormones. Et une hormone, c'est l'ensemble des substances synthétisées par l'organisme qui vont pouvoir assurer des messages, envoyer des messages aux différents organes pour qu'on fasse telle ou telle chose. Donc, ce système endocrinien, il contrôle des grandes fonctions de l'organisme. Donc, je vous ai mis ici, en fait, le système endocrinien, il contrôle la croissance, la reproduction, les comportements, la communication entre les cellules. Voilà, il fait énormément de choses. Et donc, du coup, lorsqu'on perturbe ce système endocrinien, eh bien, on va avoir des effets délétères ou observer des pathologies telles que des problématiques de fertilité. On va avoir des problématiques au niveau du développement fœtal. Donc tout ça, c'est ce qui est lié à la reproduction, mais on va avoir aussi d'autres problématiques comme des problématiques métaboliques comme l'obésité, neurodéveloppementaux ou immunitaires. Pour les mécanismes d'action, donc il faut savoir, on verra tout à l'heure, mais que les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est des substances qui ont un mécanisme d'action qui est perturbation endocrinienne et donc du coup, ils vont avoir plusieurs effets possibles. On va avoir dans un premier temps un effet mimétique. Donc, je vous ai mis un petit schéma ici de ce que fait une hormone. Donc, l'hormone, elle va rentrer dans la cellule, venir se fixer sur son récepteur et envoyer un message cellulaire pour dire, ben voilà, il faut que tu euh, envoies un message de croissance, un message, je ne sais pas, cardiaque ou autre. Lorsqu'on a donc une substance perturbatrice endocrinienne à effet mimétique, en fait, cette substance, elle va venir se fixer au même endroit sur le récepteur et envoyer le même message. Dans un cas où potentiellement, on n'aurait pas besoin d'envoyer ce message. D'accord. Ensuite, on a les substances qui ont un effet de blocage ou effet antagoniste. Donc là, c'est pareil, on va avoir notre substance, elle va venir se fixer sur notre récepteur, mais là, elle va empêcher d'envoyer le message. D'accord. Elle va empêcher finalement notre hormone naturelle de venir se fixer sur son récepteur et d'envoyer le message. Et ensuite, on a d'autres possibilités. On a du coup les effets de perturbation de la production, de la dégradation ou de la régulation des hormones, d'accord? Donc ça va agir sur les enzymes, ça va agir sur certains récepteurs, certains transporteurs également. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais donc du coup, retenez que soit votre perturbateur endocrinien, il peut envoyer le même message que l'hormone, soit envoyer le message contraire, soit empêcher en fait la synthèse de cette hormone, etc. Là, c'est la version simplifiée des mécanismes que peuvent avoir les perturbateurs endocriniens.
Je vous ai mis ici un peu un historique des découvertes des perturbateurs endocriniens à effet mimétique ou antagoniste. Je vous ai mis ici, vous pouvez voir par exemple que le bisphénol A ici, on peut le retrouver dans certaines, on connaît, on l'a retrouvé dans les biberons ou autres, mais on a un certain nombre de substances qu'on peut retrouver dans des produits naturels ou non. On peut retrouver des substances à perturbations endocriniennes dans le soja, dans certains fruits et légumes, dans certains choux par exemple, dans des viandes, dans des produits laitiers. On a aussi des perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver donc dans des cosmétiques comme les benzophénones heu, dont on a entendu parler il y a quelques années, dans les crèmes solaires également. Heu et après on a des molécules encore naturelles également. Vous voyez, je vous ai mis, qu'on peut retrouver dans le chou, le soja ou dans le tabac qui sont perturbatrices endocriniennes. Bon, c'était juste pour vous donner, des informations, mais sachez que depuis les années 90, on sait que ces substances-là ont des effets, perturbateurs endocriniens. Donc ces effets, perturbateurs endocriniens, on va avoir un impact, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la croissance, le développement. On peut avoir aussi un impact sur, les comportements sexuels, la violence, la colère, et sur d'autres constantes physiologiques comme la température corporelle, la pression artérielle. Aujourd'hui, les études, en tout cas, elles montrent que, les perturbateurs endocriniens, on en a certains qui peuvent être à l'origine de diabète, de certains cancers hormonodépendants, de la puberté précoce chez les enfants, de l'obésité. Ça a été, prouvé scientifiquement et on a d'autres suspicions, on a d'autres études qui commencent à arriver qui montrent que, on a certaines maladies immunitaires, la diminution du QI ou, le trouble du spectre autistique, qui pourrait en fait être dû en partie par des perturbateurs endocriniens. Alors n'oubliez pas que c'est multifacteur, il n'y a pas que les substances chimiques qui peuvent être à l'origine de tout ça, mais en tout cas, on en a certaines substances aujourd'hui où on sait qu'elles ont ces effets-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens, c'est pas une catégorie de substances, d'accord? Au même titre que tout ce qui est substances CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Ça, ce sont des catégories de substances qui sont, réglementaires, qui sont suivies par la réglementation REACH, d'accord? Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui ont un mécanisme d'action par perturbation endocrine, d'accord? Et en fait, un perturbateur endocrinien peut avoir une finalité cancérogène, mutagène, reprotoxique, mais toutes les substances qui sont reprotoxiques n'ont pas un mécanisme d'action perturbateur endocrinien. Donc ça, c'était important de le rappeler parce que parfois, quand on pense perturbateur endocrinien, on se dit, ah, ça va avoir un effet sur la fertilité. Oui, mais pas que. Vous avez pu voir qu'il y a des problématiques d'obésité, d'autisme ou autre. D'accord. Donc attention, à tout ça. Et c'est ce qui fait un peu débat aujourd'hui entre les experts, les associations et tout, c'est que c'est pas une catégorie de substances, donc c'est difficile de pouvoir les lister parce que toutes les substances cancérogènes, en fait, lorsqu'on interdit toutes les substances cancérogènes, et parfois, on interdit aussi des perturbateurs endocriniens. Alors, selon vous, quelles sont les différentes voies d'exposition aux perturbateurs endocriniens? Par quelle voie est-ce qu'il peut pénétrer dans l'organisme, ce perturbateur endocrinien? Vous pouvez prendre le micro, heu, ou écrire un message si vous préférez. C'est à votre tour de parler. Par l'alimentation, ouais, donc on va pouvoir rentrer par la voie orale. Où est-ce que ça peut rentrer d'autre? Ingestion, inhalation et cutanée, c'est ça. Voilà, on en a déjà qui ont tout répondu. Donc ça va pouvoir pénétrer par la peau, donc comme on a vu tout à l'heure, hein, par certains cosmétiques par exemple ou produits d'entretien. Par la voie orale et ensuite on va pouvoir également le respirer. Donc ça, ce sont les voies majeures d'exposition à la plupart des substances toxiques, hein, pas que les perturbateurs. Bien. Et ensuite, on a des voies mineures d'exposition, notamment du coup la voie fœto-placentaire. En fait, la mère peut faire passer un polluant à l'enfant. C'est ce qu'on a vu notamment avec le mercure en Asie. On a eu
des intoxications où en fait les mamans n'ont pas eu de problématique. Par contre, ce sont les enfants en fait qui ont été le plus impactés, ceux qui étaient portés, tous les fœtus en fait ont été impactés, par le mercure. Ensuite, on peut avoir, du coup un transfert par le lait maternel, et ensuite un transfert par la voie sanguine. Donc, comme je vous ai dit, les perturbateurs endocriniens, c'est omniprésent. On en a vraiment partout. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une problématique aujourd'hui. On va en retrouver dans tout ce qui est siège auto ou même dans les voitures, hein, dans les retardateurs de flamme, d'accord? On va les retrouver dans certains dentifrices, dans certains produits d'entretien, dans des cosmétiques. On va en retrouver aussi donc, bah, dans les pilules contraceptives. Donc, ça, c'est un peu l'objectif de la pilule contraceptive, c'est que ce soit un perturbateur endocrinien. Dans certains jouets en plastique, dans les produits d'ameublement, les canapés, les moquettes, puisqu'on va remettre des retardateurs de flamme, dans les produits plastiques, alimentaires, et cetera. On les retrouve aussi dans les tickets de caisse. On a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le bisphénol A, on le retrouvait dans les encres des tickets de caisse et ça a impacté, énormément, les agents de caisse, mais également, la population, hein, qui prend ces tickets de caisse, d'accord? Et donc du coup, on peut en retrouver dans ces encres-là. Dans les biberons, alors le bisphénol A a été interdit, mais il y a les autres bisphénols, qui potentiellement sont perturbateurs endocriniens également. Parfois même, on en a certains qui ont un pouvoir perturbateur endocrinien plus fort que le bisphénol A. On peut en retrouver également dans certaines conserves, dans les bottes en caoutchouc qui sont principalement en plastique, etc. Pour les publics les plus vulnérables à ces substances-là, ben, vous aurez compris, ça va être les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les adolescents, et ensuite les personnes âgées ou les personnes qui ont déjà des pathologies un peu lourdes comme des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, etc. Et après, on va ajouter les personnes en situation de précarité ou de niveau social faibles, en fait, ben, elles peuvent cumuler cette situation-là, plus être une femme enceinte, un nourrisson, une personne âgée. Donc, eux, ils vont cumuler encore plus de vulnérabilité. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des solutions, hein, sinon je ne serais pas là pour vous présenter tout ça. Moi, mon but, c'est pas juste de faire peur. Et cette solution, ça va être bah, d'évaluer le risque de manière simplifiée. Donc, l'idée, c'est bah, de retenir cette petite équation-là, c'est de se dire le risque, c'est l'exposition multipliée par le danger. Et si vous retenez cette équation-là, bah, vous allez avoir à chaque fois que vous tomberez sur un produit, un moyen de vous préserver, d'accord, en vous disant je peux modifier soit mon exposition à cette substance, soit modifier la substance, le danger, d'accord, pour diminuer le risque pour ma santé. L'objectif, c'est pas d'arriver à un risque zéro, c'est pas possible, ça n'a jamais existé, d'accord, mais l'idée, c'est plutôt de se dire, ben, par rapport à aujourd'hui, comment est-ce que je peux réduire le risque pour ma santé? Donc, je vous ai mis ici un petit exemple du risque, d'accord? Donc, le danger, c'est le requin dans l'océan. L'exposition, c'est vous dans l'océan en train de saigner en présence d'un requin. Le risque, on est presque tous d'accord qu'il est de 99,9% de se faire manger, d'accord? Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, comment je réduis le risque? Soit je m'expose pas, je suis en terrasse de café et du coup, le requin, il est dans l'océan, mais je suis pas exposée, donc il n'y a pas de risque. Soit, bah, je suis dans l'océan, mais il n'y a pas de requin, donc du coup, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée et là, on va regarder des produits, de la vie quotidienne et je vous invite à réfléchir de cette manière-là, de vous dire: «OK, est-ce qu'il y a une substance dangereuse dans ce produit? Est-ce que je peux modifier mon exposition, l'enlever complètement de mon exposition ou est-ce que je peux la «nuancer» entre guillemets et pour pouvoir réduire le risque pour ma santé?» Donc là, c'est le moment où vous allez pouvoir interagir, donc je vous invite quand même à essayer de prendre la parole, si vous le souhaitez, pour que ça soit plus interactif. Donc ici, je vous ai mis, des produits multi-usages. Donc je vous ai mis des sprays, classiques, un produit multi-usage fait maison et un produit multi-usage industriel avec un label et j'aurais voulu savoir, selon vous, lequel est le plus sain, lequel est le moins sain? Est-ce qu'il y en a des plus sains finalement? Comment vous auriez, classé ces produits? Donc selon vous, est-ce que le spray classique est sain ou pas sain ou vous savez pas? Diana qui dit le fait maison en premier, donc ce serait le plus sain.
Ça dépend de ce qu'on met dedans. Oui, c'est vrai. Personne ne veut prendre la parole pour me dire alors du coup, pour détailler un peu sa réflexion. Diana, si tu peux prendre ton micro, du coup, ce serait bien, comme ça tu pourras expliquer pourquoi, du coup, d'abord le produit d'entretien selon toi et ensuite le label. Bonjour. Bonjour. Selon moi, j'aurais pensé que le fait maison, étant donné qu'on contrôle la composition de ce qu'on met à l'intérieur, il devrait être, le plus sain possible, j'imagine. Ensuite, j'aurais mis le produit, labellisé parce que ça veut dire qu'ils ont fait un effort justement sur la composition du produit et ils ont fait en sorte de mettre, des choses qui ne soient pas nocives pour la santé et en dernier, j'aurais mis le spray classique. Ok, donc c'est une bonne réflexion. Alors, c'est d'autant plus important pour les produits d'entretien que la réglementation n'oblige pas les industriels à mettre la composition exacte de leurs produits. D'accord? Donc, c'est important soit de le faire soi-même, on va voir que ça dépend bien sûr de ce qu'on met dedans, hein. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de risque, d'accord? Mais en tout cas, aller sur un produit qui a un label, ce sera. Attendez, ça ne marche pas. Hop, voilà. Ce sera mieux pour les produits d'entretien parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? L'industriel, il est obligé de mettre les substances actives qui sont présentes dans le produit, mais tous les adjuvants autour qui vont faire que le produit il est très efficace, ben ça, il ne le mettra pas, il n'est pas obligé aujourd'hui. C'est un peu l'histoire du glyphosate et du Roundup de Monsanto. C'est-à-dire que le glyphosate, c'est la substance active. D'accord? Et cette substance active, elle pose pas de problème en tant que telle. Mais tous les adjuvants qu'il y a dedans, le Roundup, font que la substance active, le glyphosate, rentre dans les cellules et c'est hyper toxique. D'accord? Et ben là, c'est pareil. Donc, du coup, vous pouvez pas le savoir. Et donc, ben, aller vers un label, c'est en fait vous assurer que telle et telle substance ne sont pas présentes dedans. Vous pourrez pas savoir ce qu'il y a dedans, mais vous pourrez savoir ce qu'il n'y a pas dedans en suivant un label par rapport à un produit classique de l'industrie qui n'a pas de label, d'accord? Et après, si vous le faites vous-même, le produit maison, eh ben, vous allez pouvoir contrôler ce que vous mettez dedans, d'accord? Si vous mettez du vinaigre et du citron, vous savez qu'il y a du vinaigre et du citron. Si vous achetez un produit dans le commerce qui est du vinaigre blanc au citron, vous ne pouvez pas être sûr qu'il n'y ait que du vinaigre et du citron. Vous ne pourrez pas le savoir, sauf si vous travaillez avec l'industriel, d'accord? Ce n'est pas le cas, je pense. Donc, comme je vous ai mis ici, moi, c'est mon classement, hein, vous avez le droit de pas être d'accord, mais l'idéal, c'est d'aller plutôt vers un produit avec un label, d'accord, ou le faire soi-même. Pour beaucoup de produits, on peut mettre vinaigre blanc et eau à 50-50, d'accord. Après, il y a d'autres produits. Attention, hein, quand même, hein, par exemple, si on met du vinaigre et du bicarbonate dessus, ça crée quand même quelque chose de très irritant. Donc, on va éviter de se mettre au-dessus et tout. C'est pas sans danger, mais voilà, faire soi-même les produits d'entretien, ça vaut plus le coup. Et puis en termes de budget aussi. Et après, tout ce qui est spray classique, ben attention, spray classique ou autre produit d'entretien, attention à ce qu'il y a dedans, on ne peut pas savoir et il y a beaucoup de substances allergisantes. Pour ce qui est des parfums, du coup, comment est-ce que vous les classeriez? Aucune idée. Est-ce que je fais prendre la parole à quelqu'un en donnant un nom comme ça? Jennifer, est-ce que Ouais. tu peux expliquer ce qu'est une eau florale pour les gens nuls en parfum, s'il te plaît? Oui. Une eau florale, en fait, c'est un genre d'infusion de plantes, d'accord? D'un côté, vous avez les huiles essentielles qui vont être très concentrées et de l'autre côté, vous allez avoir un genre d'infusion de plantes, un peu une tisane, quoi, version simplifiée. Allez, est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole? Sinon, c'est Oui, pas drôle, hein, je parle toute oui, seule. bonjour. Bonjour. Alors moi, je dirais l'eau florale en premier, la plus saine.
le parfum sans phtalate. J'imagine que c'est lié au contenant. Alors, non, en fait, alors ça pourrait, parce que les phtalates, ils sont présents dans les plastiques, donc Mm. ça pourrait, mais c'est pas le cas, en fait. Les phtalates, ils sont également utilisés dans le parfum. D'accord. Ils sont même parfois utilisés dans l'enrobage de certains médicaments et tout. C'est une substance qui est utilisée énormément. Mais c'est indiqué du coup dessus sans phtalate, le parfum? Pour certains, oui. Pour certains, ça peut être noté. Et en dernier, le parfum classique. Alors, merci Marie. Donc, du coup, voilà. Alors, moi, je vous ai mis le seul qui serait le mieux, ce serait l'eau florale, avec un label, encore une fois, bio. Euh, Même sans label, déjà, ce sera mieux qu'un parfum classique ou qu'un parfum sans phtalate. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qui est parfum, il faut savoir qu'il y a de l'alcool dedans. D'accord? Ça, vous le savez, hein, surtout les hommes, quand ils se rasent le visage et qu'après ils mettent du parfum, je pense qu'ils savent qu'il y a de l'alcool dedans. Et du coup, l'alcool, hein, ça a la capacité d'ouvrir les cellules, donc ça rend la peau perméable. Donc, en fait, ça va permettre de faire rentrer n'importe quelle substance après dans votre organisme. D'accord? Donc, c'est pas l'idéal de mettre quelque chose qui a de l'alcool. Donc, il y a ça. Et en plus de ça, pour les parfums classiques, on peut avoir un certain nombre de substances allergisantes et des filtres UV ou autres. Hein. Donc, on s'expose tous les jours à des filtres UV, des substances allergisantes. C'est pas le mieux. Donc, dans l'idéal, si on veut à tout prix se parfumer, c'est mieux d'aller vers une eau florale, même si on est bien d'accord que en termes d'odeur, c'est pas aussi efficace qu'un parfum. Euh, mais encore une fois, ce serait le mieux, d'accord? Mais pensez bien à l'équation que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Risque égale exposition fois danger. Ça veut dire que si vous adorez vous parfumer, vous savez qu'il y a un risque. Soit vous décidez que vous acceptez de prendre ce risque et c'est pas de problème, d'accord? Soit vous vous dites, j'ai envie de réduire le risque, mais je ne veux pas ne plus me parfumer parce que voilà, j'en ai besoin, c'est important pour moi. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez vous parfumer peut-être qu'une fois par jour ou que le week-end ou que lorsque vous faites des sorties, à voir voilà, ce qui est important pour vous. Ce sera complètement différent votre exposition si vous vous exposez juste en soirée parce que vous sortez ou que le week-end, que tous les jours de toute votre vie. D'accord? Donc voilà, pensez à pas toujours vous dire j'enlève, je dois enlever à tout prix le risque. Je peux diminuer, d'accord? Je peux diminuer ce risque. Oui, je vois qu'il y a une question, Sylvie. Oui, oui, bonjour. Concernant le parfum, est-ce qu'il y a une différence si on le met directement sur la peau ou si on le met sur les vêtements, par exemple? Ou est-ce que l'inhalation est importante aussi? Alors, il y a une vraie différence, en effet. Ça dépend comment vous le mettez sur vos vêtements. L'idéal, c'est d'ailleurs de le mettre sur les vêtements plutôt que sur la peau. Déjà, c'est ce qu'on recommande en priorité parce que du coup, déjà, l'alcool, il ne va pas venir sur votre peau, donc il ne va pas permettre aux substances de pénétrer par la voie cutanée. D'accord? Maintenant, l'idéal, c'est de mettre le parfum sur les vêtements, mais sur les vêtements quand ils ne sont pas encore sur vous. D'accord? Parce que parfois, les gens, ils vont se le mettre quand même dessus comme ça. Donc là, vous allez l'inhaler davantage que si vous le mettez sur les vêtements quand vous n'avez pas encore les vêtements sur vous. Donc voilà, en effet, c'est une très bonne idée de vous dire, déjà, jusqu'à présent, je mettais direct sur ma peau. Là, je vais mettre sur mes vêtements pour pouvoir me parfumer. Mais voilà. Mais attention, par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, vous parfumer, ce n'est pas la meilleure idée qui soit parce que vous allez beaucoup les porter, donc ils vont le respirer et puis ils vont parfois mettre les vêtements à la bouche ou les toucher et donc eux vont s'exposer davantage que vous finalement. Voilà, c'est une Merci. petite parenthèse. Merci Sylvie. Merci. Donc voilà pour les parfums. Alors, produit suivant, je vous ai mis le rouge à lèvres. Donc rouge à lèvres classique, rouge à lèvres labellisé et rouge à lèvres fait maison. Pardon, j'arrive plus à parler. Je pense que celui-là, je ne vais peut-être pas atteindre. Vous avez compris le principe, d'accord? Donc, je vous ai mis l'idéal, donc c'est d'aller vers celui qui a un label bio, d'accord, écologique. Encore une fois, pas parce que c'est parfait, hein, je suis pas. Le bio, c'est pas parfait. C'est juste que c'est un cahier des charges qui interdit un certain nombre de substances en plus de la réglementation classique, d'accord?
qu'il faut savoir, c'est que dans certains rouges à lèvres, vous pouvez avoir des traces de certains métaux lourds, mais c'est surtout que vous allez avoir des substances qui peuvent être allergisantes ou autres, d'accord? Et en plus de ça, ce sont des produits qui sont non rincés, donc qui restent toute la journée sur votre peau, donc ils ont beaucoup plus de temps, entre guillemets, pour pouvoir pénétrer dans votre organisme et avoir un impact par rapport à un produit, un shampoing. Un shampoing, vous allez le mettre sur votre tête, vous allez le rincer très rapidement et donc du coup, le temps d'exposition est beaucoup plus court. Donc le risque est plus faible. Heu, pour, rouge à lèvres, c'est pas le cas et en plus de ça, on risque on sait qu'on les avale, hein, à un moment donné, on sait qu'on en avale et parfois on en remet et cetera donc le risque est plus élevé. Et après sur tout ce qui est produits faits maison, en cosmétique, moi je suis pas hyper fan, c'est mon avis personnel. Encore une fois, vous avez le droit de pas être d'accord, mais je suis pas fan parce que il y a quand même un risque microbiologique parce que souvent quand on fait ces produits soi-même, c'est pour pas avoir de conservateur. Mais donc du coup, s'il y a pas de conservateur, ça veut dire qu'on va pas le garder longtemps, on va le garder au frigo, il faut qu'on ait les mains hyper propres, il faut qu'on ait stérilisé le contenant et cetera. Donc c'est quand même un peu un travail de petit chimiste et c'est pas toujours bien fait. Donc voilà, il y a un risque microbiologique qui est plus important. Donc attention à ça et à savoir quand même que la réglementation européenne sur les produits cosmétiques, elle est quand même très exigeante par rapport à d'autres réglementations. Donc déjà, dans un premier temps, c'est bien d'acheter des produits qui sont faits en Europe ou mis sur le marché en Europe. Ensuite, essayer d'aller vers des produits, faire attention à tout ce qui est produits non rincés, essayer d'aller vers des labels pour ces produits-là. Et puis sur ce qui est produits rincés, on verra dans un second temps. On ne peut pas tout changer d'un coup. D'accord? Et après, pour les produits, si vous voulez les faire vous-même, moi, je recommande de faire soi-même le déo si vous voulez tester, le dentifrice si vous êtes un adulte, hein, on ne fait pas des dentifrices pour les enfants, d'accord? Et pourquoi pas un gommage avec du sel et de l'huile alimentaire, voilà, ce genre de choses. Mais après, moi, je vous déconseille d'aller faire vous-même votre crème ou autre, parce qu'en termes de coût, ça peut être très élevé. Et en plus, c'est pas toujours très simple à faire. Et puis, il y a le problème microbiologique. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour les déodorants, donc du coup, et les colorations pour cheveux. Alors, du coup, précise ta question, hein, si tu veux bien, si tu peux prendre le micro. Oui, bonjour. Oui, les colorations qu'on fait chez le coiffeur, par exemple, pour masquer les cheveux blancs parce qu'on le vaut bien, mais du coup, je sais pas si on le vaut bien. Bah là, c'est sûr que ces colorations-là, elles ont pour objectif de rester sur votre cheveu. Alors, ça dépend des colorations parce qu'il y en a certaines qu'on va faire que sur les pointes, mais vous allez quand même les inhaler, d'accord? Donc, il y a quand même ce risque-là. Maintenant, le risque, il est plus élevé pour le coiffeur qui travaille tous les jours ça que vous, même s'il y a quand même un risque pour vous et qu'on le déconseille d'ailleurs aux femmes enceintes de faire des colorations pendant la grossesse et pendant l'allaitement également. Et puis après, il y a quand même, on voit, il y a des colorations, surtout quand on veut masquer les cheveux blancs, bah, ça touche hein, le cuir chevelu, d'accord? Donc à un moment donné, on s'expose. Après, c'est un choix qu'on fait ou pas. Ça reste un choix personnel, mais moi, j'ai fait pendant des années. Mais là, récemment, j'ai eu un bébé, donc j'ai arrêté les couleurs. Mais jusqu'à présent, j'ai accepté de le faire. Voilà, mais moi, je suis pour qu'on prenne conscience qu'il y a un risque et maintenant, on reste en accord avec ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, OK, là, il y a un risque sur beaucoup de produits. Tel et tel produit, je veux les enlever parce qu'en effet, pour moi, c'est pas indispensable, mais il y en a d'autres, je veux les garder parce que c'est important et je je fais ce choix en étant conscient du risque. Oui, oui, merci. Bon, ça fait quand même un peu peur, hein. Moi, je pense que le parfum, mes enfants, ils ont dû en manger. Les colorations, enfin, je suis pas sur la bonne voie, je pense, hein. Alors, j'ai pas, là, c'est parce que c'est un condensé, mais sachez quand même qu'en général, ce que j'explique aussi, c'est que l'organisme, il sait se protéger vis-à-vis des polluants D'accord. chimiques, d'accord? Alors, on est d'accord que c'était pas les mêmes avant, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais l'organisme, il sait faire le travail. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, il est exposé à un cocktail de substances, à tellement de substances qu'à un moment donné, il a plus le temps de faire son travail, D'accord. de manière efficace. Et voilà. Souvent, je fais l'analogie un peu vous faites vos courses, vous prenez un sac de courses, 2 sacs, 3 sacs, et puis ça va. Mais vous prenez 4, 5 et tout se casse la figure. Bah, votre organisme, c'est un peu ça, c'est 1 polluant, 2 polluants, 3 polluants, ça passe et puis au bout d'un moment, il peut plus faire son travail correctement. Donc l'idée, c'est plutôt
de réduire, ça va dans le sens de moins consommer, d'arrêter l'hyperconsommation, mais ça va aussi dans le sens de ben voilà, se protéger, il y a moins de substances et donc du coup, on améliore les choses. Mais c'est pas parce que vous vous êtes exposé ou que vous avez exposé vos enfants à la coloration quand vous étiez enceinte ou du parfum quand ils étaient bébés ou autre, qu'ils vont être malades. C'est juste que le risque, il est plus élevé en comparaison à quelqu'un qui n'aura pas été exposé. Mais voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde va tomber malade. On le voit bien chez les fumeurs. Il y a des Oui, fumeurs oui, qui vont merci. fumer toute leur vie, des paquets de cigarettes et ils auront jamais de cancer des poumons. Et il y a des gens qui n'ont jamais fumé qui auront des Oui, cancers oui, des poumons. Voilà. merci. Je suis pas là pour vous angoisser non plus. L'idée, c'est de trouver des solutions aujourd'hui et de vous dire, ben voilà, il est encore temps de faire et il est jamais trop tard pour faire. Merci. Donc du coup, pour les déodorants, donc du coup, je vous ai mis un spray classique, un déodorant habille avec des labels et un déodorant fait maison. Donc, pour avancer un peu, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez d'autres questions. Moi, je vous ai mis donc le déodorant avec un label, c'est un qui est très bien. Le do it yourself, j'ai mis un entre-deux, d'accord, parce que c'est bien de le faire soi-même si ça vous convient. Encore une fois, les recettes, elles ne conviennent pas à tout le monde, mais attention au bicarbonate de soude qui peut être quand même très irritant et provoquer des allergies au niveau local, d'accord? Donc, c'est bien d'alterner. Et attention aux sprays, donc ça, c'est le pire qu'on puisse avoir, que ce soit des sprays pour les déodorants, pour les anti-moustiques, pour la laque aux cheveux, etc. Tous ces sprays aérosols, d'accord, c'est terrible parce que vous allez les inhaler, d'accord, et donc du coup, ça va pénétrer dans votre organisme en profondeur. Et ces en fait, ces micro-particules, elles vont pénétrer dans vos poumons et aucune des barrières euh, physiques qui existent dans vos poumons, en fait, vont permettre de vous protéger de ces micro-aérosols, en fait, qui vont être émis par ces sprays. Donc, si on peut déjà enlever tous les sprays aérosols, c'est l'idéal. Et ensuite, ben, pour nos déos, le mieux, c'est d'aller sur un déodorant à billes ou à crème. Déjà, on évite l'exposition par inhalation. On n'a plus que l'exposition cutanée. Et après, le mieux, c'est de choisir un produit quand même assez sain pour les aisselles parce que souvent ce sont des endroits qui sont rasés ou épilés et donc du coup là on est sur des zones qui sont très perméables et qui vont laisser passer les choses dans votre sang. Donc, Excusez-moi, j'ai une petite question oui, concernant la pierre d'Alain pour les c'est quoi la déodorants. question? Est-ce que c'est bon, c'est assez naturel? Qu'est-ce que tu penses toi, Sylvie? Moi, je l'utilisais, maintenant je l'utilise plus, j'utilise plus de déo, mais je l'utilisais. Moi, je pense que ça me paraissait bien, mais parfois on pense que c'est bien et en fait ça l'est pas, je sais pas. J'ai pas trop Ouais, d'avis. alors alors c'est la fausse bonne idée. La pierre d'Alain, c'est la fausse bonne idée écologique. C'est naturel, ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est vrai que c'est naturel puisque on le produit pas, d'accord. Mais la pierre d'Alain, ça veut dire pierre d'aluminium, d'accord. Donc c'est de l'aluminium dedans. Donc Mmh. souvent, quand on arrête les antitranspirants, c'est pour plus s'exposer aux sels d'aluminium, aux nanoparticules d'aluminium. Et en fait, on prend la pierre d'Alain. Euh, alors, elle n'est pas sous forme nanoparticulaire, mais on doit quand même mettre des minéraux, on doit quand même mettre de l'aluminium sur notre peau pour que voilà, il y ait l'effet. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est pas l'idée du siècle. Et en plus de ça, en fait, on sait que l'aluminium aujourd'hui, c'est inflammatoire, d'accord? Donc, ça va principalement créer des irritations sous les aisselles, etc. Et encore une fois, comme je vous disais, les aisselles, ben, ça va laisser pénétrer puisqu'on souvent on les épile ou on les rase. Donc, forcément, c'est perméable à cet endroit-là. Donc, c'est pas l'idée, la super bonne idée, en D'accord. tout cas pour protéger sa santé. OK, Ça, merci. et sachez quand même que pour les déodorants, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important, si vous avez des ados à la maison, c'est très important de rappeler que c'est important de transpirer. Un, parce que ben, ça permet de réguler la température et que quand il fait 45 degrés dehors, c'est normal qu'on transpire. Mais deux, parce que c'est une des voies d'excrétion des toxiques, d'accord? C'est pas une voie majeure, mais c'est quand même une des voies qui permet d'éliminer les toxiques, d'accord? On va les éliminer dans les urines, dans les fesses, mais également par la transpiration. Donc, si on bouche les voies d'évacuation, à un moment donné, on n'aide pas notre corps à évacuer tout ça. Donc, c'est hyper important de ne pas avoir des antitranspirants
mais plutôt des déodorants. Ce qui est important, c'est de ne pas sentir mauvais pour nous, mais transpirer, il faut accepter qu'en fait, on va avoir des aisselles humides, plus en été qu'en hiver, mais que ça peut arriver également en hiver parce qu'on est stressé ou autre. Et voilà, c'est important de transpirer, donc ne pas acheter des choses qui empêchent la transpiration. Pour les jouets, donc du coup, je continue un peu pour pas perdre trop de temps. Les jouets, attention, donc je vous ai mis ici, c'est important qu'ils soient certifiés, donc CE, hein, qu'ils soient donc mis sur le marché dans la communauté européenne et qu'ils aient la certification EN 71.3. Ça veut dire qu'ils suivent la réglementation jouets, d'accord, qui est une réglementation qui protège davantage les enfants de moins de 3 ans, d'accord. Donc en fait, il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, une succession en fait de réglementations, de seuils ont été mis en place dans cette réglementation-là pour protéger les enfants. Et en fait, on a un certain nombre de substances qui ont été interdites dans les produits pour enfants, dans les jouets à destination des enfants de moins de 3 ans. Donc c'est important que ce soit en tout cas de vrais jouets. Vous ne faites pas avoir, si vous allez dans les magasins de décoration, parfois vous pouvez trouver des peluches qui ressemblent à des peluches adaptées aux enfants, mais ce n'est pas le cas, d'accord? C'est des objets de décoration, donc la réglementation de la décoration n'est pas du tout la même que celle pour les jouets des enfants de moins de 3 ans. Donc allez bien dans des enseignes de jouets ou dans des supermarchés au rayon jouets pour acheter les jouets pour les enfants de moins de 3 ans. Donc après, je vous ai mis, voilà, en bois brut non verni, c'est le mieux. Alors ça, on peut le faire au début, mais arrivé à un certain moment, on n'a plus que du plastique, donc voilà, on n'a pas trop le choix. Après, on a du bois verni ou du bois avec de la peinture. Et ensuite, on a des plastiques. Donc, il faut quand même savoir que les plastiques, il y a des phtalates, des pesticides dessus pour pas qu'ils soient moisis au moment où ils arrivent jusqu'à vous quand vous les déballez. Et par exemple, pour pouvoir réduire le risque quand on se retrouve avec un enfant de 6 ou 7 ans et qu'on peut acheter que du plastique parce qu'il veut, je sais pas, de la pâte patrouille ou autre, et ben, une des alternatives, ça va être déjà de les laver avant de leur donner, de les laver avec de l'eau, du savon pour au moins retirer les substances qu'il y a dessus avant qu'ils les utilisent. C'est une première alternative. On ne peut pas enlever le plastique aujourd'hui, pas encore, mais on peut essayer de faire ça dans un premier temps. Question, J'ai vu une question. Oui. qu'est-ce que vous voulez dire par laisser dégazer les jouets? Alors, laisser dégazer, c'est les jouets, les meubles, tout ça. En fait, dégazer, c'est-à-dire que lorsque vous l'ouvrez, qu'il est dans un emballage, vous avez souvent, vous savez, cette odeur-là qu'on a de plastique ou de neuf. Et ben, c'est ça, en fait. Sachez que tous les produits, quand vous les sortez des emballages, en fait, ils vont avoir des émissions de substances. On parle de composés organiques volatiles, mais en gros, retenez que c'est des substances qui sont volatiles, qui vont aller dans l'air. Et en fait, c'est ça qui fait en partie qu'on a de la pollution dans nos logements. En fait, on parle de pollution de l'air intérieur parce que on a ces substances-là qui émettent dans l'air, d'accord? Et donc, du coup, dégazer, ça va être voilà, de les ouvrir en amont, en fait, avant de les offrir, pour que ces premières particules-là qui vont dégazer pendant le premier mois après ouverture, en fait, il y a un pic d'émissions et on estime que c'est pendant au moins un mois, et ben on va laisser ces substances à l'air libre, dans un garage, à l'extérieur, mais en tout cas pas dans la pièce, pas dans la chambre de notre enfant, pas dans notre salon ou autre, pour essayer de limiter notre exposition. Super, merci. Ça, vous pouvez le faire, ce dégazage-là, pour tout, que ce soit si vous peignez un mur, lorsqu'on peint le mur, le premier mois, il y a un pic d'émission. Si vous ouvrez un nouveau canapé qui est arrivé dans un emballage carton, le premier mois, il y a un pic d'émission. Par exemple, si vous voulez acheter un nouveau canapé, une des solutions qui est intéressante, c'est de prendre celui qui est en boutique, qui était en expo, parce que du coup, lui, il est resté un moment à dégazer dans le magasin, mais il ne va pas dégazer chez vous. C'est une solution parmi d'autres, hein, d'accord? Mais voilà, parfois, c'est des petits trucs comme ça qui permettent de limiter son exposition, sa pollution intérieure. Alors après, je vous ai mis les boîtes de conservation. Donc, je vous ai mis un plastique, une boîte en verre, une conserve en plastique et une boîte en acier inoxydable. David?
Alors moi, je vous ai mis ça. L'idéal, ça va être donc du coup le verre, d'accord? Parce que c'est un contenant qui ne va pas transférer, et l'inox. C'est deux contenants en fait qui ne vont pas transférer vers l'aliment des substances toxiques à l'intérieur. Le plastique, c'est pas le cas. Il faut imaginer que le plastique, en fait, c'est une substance qui n'est pas complètement stable. Et donc, du coup, si vous le mettez en présence de chaleur, de substances acides ou autres, et ben, en fait, vous allez la déstabiliser, cette molécule, et en fait, vous allez avoir du coup un transfert vers vers l'aliment. Donc, je vous ai mis ici, d'accord? Voilà. L'idéal, c'est le verre ou l'inox. Le mieux pour la planète aussi, c'est d'aller vers récupérer des bocaux en verre, ce genre de choses, pour pouvoir aussi alléger votre budget. Et le plastique, attention. Donc, du coup, les phtalates, parmi les phtalates, il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Il y a un certain nombre de substances qui sont perturbatrices endocriniennes dans les plastiques. Je vous ai mis ici, du coup, je ne sais pas si vous aviez vu, mais sur les plastiques, vous avez en fait des codes, d'accord? Et en fonction du code, vous pouvez avoir voilà, des plastiques plus ou moins épais, plus ou moins malléables, d'accord? Je vous les ai mis ici pour que vous ayez l'information. Et donc, moi, ce que je recommande souvent, c'est d'éviter donc du coup les couples maléfiques avec le plastique, c'est-à-dire chaleur, gras et lumière, d'accord? On va essayer d'éliminer tout ce qui est plastique jetable et on va privilégier le verre ou l'inox. Bon, je continue parce que ça, vous avez compris pour les bouteilles et tout. Juste pour information, pour les bouteilles en plastique, si vous lisez sur certaines étiquettes, il y a marqué à conserver à l'abri du soleil et du gel dans un endroit propre, sec, frais et sans odeur. Et alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même souvent vu le stockage des bouteilles sur des parkings en plein soleil à l'extérieur, d'accord? Donc, ça veut dire que même si vous faites attention, pas laisser votre bouteille dans la voiture en été, de pas la chauffer, de pas ci, pas là, vous savez pas comment elle a été stockée avant. Normalement, elle devrait pas être mal stockée, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu que des choses bien faites. Donc attention à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter de bouteilles en plastique. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire vous-même. Mais en tout cas, essayez de ne pas les réutiliser pendant des semaines et des mois pour aller à la salle de sport ou autre. Essayez de les mettre à recycler ou d'utiliser de l'eau du robinet. Du coup, après, je vous ai mis voilà, des petits thèmes et 3 recommandations voilà, pour essayer d'avoir un peu des idées de choses à mettre en place dans votre quotidien. Donc, je vous ai mis par exemple, si donc, vous achetez des nouveaux meubles, vous êtes en train de refaire une pièce ou autre, l'idée, ça va être de sortir de l'emballage le plus tôt possible vos canapés, vos tapis, vos meubles pour faire dégazer, comme on a dit tout à l'heure. Ou en tout cas permettre aux substances de s'échapper, de se volatiliser. On va l'essayer au maximum, au minimum, mais après parfois on ne peut pas, de laisser dégazer un mois. Alors voilà, si on a la chance de pouvoir le faire, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, si c'est une semaine, 3 jours, c'est toujours ça de gagner, d'accord? Et de surtout bien aérer et ventiler la pièce pour renouveler l'air, d'accord? Puisque l'air extérieur est moins pollué que l'air intérieur. Donc on essaye de bien aérer, que ce soit en hiver ou en été, et de penser à la seconde main, parce que du coup, en termes de budget, pour la planète et pour notre santé, c'est l'idéal. Juste pour les textiles et l'ameublement, les doudous, sachez qu'il existe des labels qui permettent voilà, de diminuer le nombre de substances toxiques qu'on va retrouver sur les textiles. Et pour les enfants, vous avez les marques les labels Ecotex et GOT que vous pouvez retrouver assez facilement dans certaines enseignes comme Lidl, Carrefour, C&A, et on en retrouve dans même d'autres enseignes maintenant. Et c'est à peu près les mêmes tarifs que s'il n'y avait pas de label. Donc, c'est plutôt intéressant. Lorsqu'on achète des textiles adultes, par contre, là, le coût est plus élevé s'il y a un label. Mais pensez à la seconde main, d'accord? Ça, c'est important. La seconde main, ça va permettre de limiter votre exposition parce que le produit aura été lavé plein de fois et donc, du coup, ce sera parti dans l'eau et voilà, dans les nappes et autres. Mais en tout cas, pour votre santé à vous, la seconde main va vous protéger.
j'en fais une dernière avant que ça me coupe la parole, parce que là, j'ai bientôt fini. Après, je vous ai mis ici les peintures. Juste, je voulais vous montrer les petits labels qui existent, qui peuvent vous permettre, voilà, de choisir des produits plus sains. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, sur les cols, les peintures et les peintures et ce genre de produits, vous avez une petite étiquette comme ça avec marqué A+. Ça ressemble un peu au Nutri-Score. Et en fait, vous voyez, c'est un petit nuage et c'est exactement l'histoire du dégazage dont on parlait tout à l'heure. En fait, ça veut dire que votre peinture, si elle est à plus, lorsque vous allez l'appliquer sur votre mur, le premier mois, donc le pic d'émission dans l'air, d'accord, et ben les concentrations, elles sont bien plus faibles si vous êtes A+, que si vous êtes C, d'accord? Donc, à minima, on va prendre un produit qui sera A+, et ensuite, on peut rajouter, avoir un produit qui est A+, et qui a un label Nature Plus ou un label Unicode Plus, etc. Voilà. Celui-ci, c'est pour les moquettes. Voilà. Vous avez quelques labels comme ça qui peuvent vous permettre de réduire le risque, d'accord? Et ensuite, ce qu'on s'assure aussi, c'est d'avoir un bon fonctionnement de notre VMC, mais ce n'est pas suffisant. C'est important de bien aérer en ouvrant les fenêtres pour limiter l'exposition et renouveler l'air. Et ensuite, j'ai marqué, parce que je travaille beaucoup du coup avec les femmes enceintes, éviter les travaux pendant la grossesse, essayer de les faire en amont le plus tôt possible, avant l'arrivée du bébé aussi. Si vous avez, voilà, si vous êtes enceinte et qu'il y a une chambre à faire, faites-le le plus tôt possible pour que le bébé ne soit pas exposé quand vous allez le ramener de la maternité dans sa chambre. Voilà. Donc, j'ai mis une petite conclusion. Donc, ce que vous pouvez retenir, donc retenez bien risque égale exposition fois danger pour essayer de limiter le risque. Pensez à regarder les labels. Hein. Lorsque je dis lire les étiquettes, c'est plutôt regarder les labels. Pas besoin de regarder chacune des substances. Ça va être trop compliqué, ça va faire perdre un temps fou. Penser à la simplicité et à la modération, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va dans le sens de ne pas surconsommer, d'accord? Essayer d'acheter moins de choses, de vous dire est-ce que ça m'est vraiment utile pour pouvoir amener moins de polluants dans nos logements, dans nos bureaux, etc. Et de vous dire qu'un polluant de moins, c'est un polluant de moins, d'accord? Voilà, si vous avez travaillé sur votre déodorant, c'est toujours ça de gagner, même si vous n'avez pas fait le reste, c'est toujours ça de mieux que hier ou avant-hier. Et de ne pas être fataliste, parce qu'il y a quand même des solutions, que ce soit en termes de perturbateurs endocriniens, mais pas que. Et accepter surtout d'être imparfait, parce que c'est pas en étant parfait qu'on va agir, d'accord? C'est difficile de faire tout parfaitement et même moi, je fais pas tout parfaitement. Mais accepter de, voilà, faire un truc et vous verrez que ça marche, que ça vous convient ou pas mais tester, essayer de faire quelque chose, ça préservera votre santé et l'environnement. Voilà. Merci Jennifer. Est-ce que je peux te poser une question, moi, pour les lancer, pour voir Ah s'il y oui. a des questions qui arrivent après? Est-ce que quand tu fais tes courses, tu utilises une application type Yuka pour... Non? Non, non. Non, parce que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, globalement, ça va vous amener à la même conclusion que ce que vous dit Yuka. D'accord? Et alors Yuka ou une autre application en fait, mais pour moi, c'est pas utile de faire ça. Je trouve que c'est utile de l'utiliser pour faire le choix entre deux produits si vous ne savez pas et que c'est des nouveaux produits, et voilà. Mais moi, je trouve que c'est trop long, trop fastidieux et ça m'intéresse pas de faire ça. Et mon idée, c'est plutôt de ramener du bon sens aux gens, c'est-à-dire de se dire, OK, aujourd'hui, je sais que mon parfum là, c'est pas terrible, il est pas très bon pour ma santé, mais je l'adore et du coup, je veux le garder, pour les soirées, importantes ou je sais pas, parce qu'il me fait avoir confiance en moi, donc je le mets à ce moment-là, mais je le mets pas tous les jours. Plus ramener du bon sens comme ça, j'ai pas besoin que Yuka ou qu'une autre application vienne me dire que le Nutella, c'est pas bon pour ma santé. Je le sais, d'accord? Je le sais, si j'en mange une fois dans l'année, c'est pas grave. Si j'en mange tous les jours, ouais, je vais essayer d'aller chercher un produit qui est mieux. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Voilà. Donc je trouve que c'est pas, faut plus se remettre un peu dans le bon sens et se réfléchir par soi-même. C'est mon avis. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question, une main levée.
Oui, bonjour Jennifer. Bah, déjà, merci pour ces messages parce que c'est vrai que je pense que c'est d'abord une question de bon sens et que s'il fallait qu'on soit vraiment au pied de la lettre, je pense qu'on mangerait plus rien, on porterait plus rien, on ferait plus rien. Donc c'est vrai que c'est d'abord une question de bon sens. Moi, j'avais une question par rapport aussi aux médicaments en fait, par rapport à la toxicité. Alors c'est vrai que parfois on n'a pas trop le choix, on est obligé forcément d'en passer par là, mais est-ce que parfois il vaut mieux pas peut-être prendre un peu son mal en patience et quand on a un gros rhume, par exemple, plutôt que de prendre des médicaments? Bon, c'est peut-être encore une autre question. Là, on parle peut-être de chimie, de biologie, c'est un peu différent peut-être, mais voilà, je sais pas, voilà, avoir ton avis sur le sujet. Alors, mon avis, il est mitigé parce qu'en fait, là, moi, je vous parle de produits sur lesquels il ne devrait pas y avoir d'effet néfaste. En fait, je veux dire, moi, j'accepte pas de perdre mes cheveux parce que je veux me mettre du vernis à ongles. Je dis pas que mettre du vernis à ongles, ça fait perdre les cheveux, mais voyez l'idée, d'accord? Ça, j'accepte pas. Par contre, un médicament, c'est particulier parce qu'un médicament, en fait, c'est la balance bénéfice-risque entre se protéger, par exemple, d'un cancer et perdre ses cheveux. Vous voyez, enfin, on va accepter de perdre ses cheveux pour ne pas plus avoir de cancer et ça me paraît logique. Bien entendu que pour des petits maux de tête ponctuels et tout, bah, peut-être que oui, en effet, ça c'est chacun fait son choix, mais peut-être que oui, ça vaut pas le coup de prendre, le Doliprane ou les Feralgan ou je sais pas. Mais quand on a vraiment une pathologie, là, ça reste de l'ordre du médicament et il faut savoir que les médicaments, l'évaluation du risque, moi, c'est pas ma spécialité, mais l'évaluation du risque, elle se fait, on accepte un risque pour un bénéfice beaucoup plus important, d'accord? Alors qu'un cosmétique, un produit d'entretien, un produit alimentaire, on ne doit pas avoir d'effet négatif. C'est pas possible, en fait. Je veux dire, on ne devrait pas avoir de risque pour notre foie parce que on a mis un shampoing sur notre tête, quoi. Bon, voilà, donc ça, c'est un autre sujet. C'est vraiment un autre sujet. Ok, Ça merci. répond pas vraiment à ta question, mais Non, non, mais merci quand même. j'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui, j'avais une question un peu spécifique par rapport à tout ce qui est soins dentaires et notamment les gouttières qu'on peut avoir. Moi, je suis enceinte actuellement et je me pose cette question parce que j'ai une gouttière pour tout ce qui est problème de mâchoire. Et je ne sais pas si c'est pas négatif. Voilà. Par rapport aux composés présents dans la gouttière. Oui, Alors, j'avoue que je connais pas bien ce sujet-là. Je sais même pas en quoi ils sont. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que par exemple, lorsqu'on est enceinte, euh, c'est déconseillé sur un autre sujet, mais sur le sujet dentaire, mais de s'enlever les amalgames dentaires, par exemple. C'est pas pendant la grossesse qu'on fait ça, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames dentaires qui sont à base de mercure et qu'on sait que petit à petit, ça nous expose tous les jours et même pendant la grossesse. Le risque, il est beaucoup plus élevé de les enlever pendant la grossesse que de rester exposé en fait pendant la grossesse. Pour la gouttière, je peux pas te répondre, je sais d'accord. pas. Bah, c'est plutôt Après, c'est c'est à un toi type de, de. c'est un type de résine en fait. Ouais. Après, ça reste un appareil médical, donc c'est le même sujet que le médicament. Ça, c'est à voir avec un médecin ou peut-être Ok, votre dentiste. Si ça vous fait peur de l'enlever, mais c'est à voir avec eux, bien sûr, de l'enlever pendant la grossesse. Mais je pense pas que là, pour le coup, parce que c'est quelque chose que tu mets en fait la nuit, c'est ça? ah non, toute la journée et la nuit, Uniquement. tout, C'est tout le toute la temps, journée. tout le temps. Franchement, je sais pas faudrait que je me renseigne. À ce moment-là, il y avait mon mail, je crois que tu peux me renvoyer. Il faudrait que je regarde. J'avoue D'accord, que là, je peux pas te répondre comme ça. ok. Merci beaucoup. Non. Bonjour. Alors, j'avais une question concernant de l'alimentation. On parlait un petit peu au démarrage. Peut-être il y a des précautions à prendre. Alors, on sait, hein, il faut bien laver ses légumes avant de les consommer. Mais est-ce qu'il y a peut-être des choses peut-être des informations qu'on ne sait pas et des précautions à prendre, hein? Protéger sa santé en règle générale? Oui, 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 tout à fait.
Alors après, ce qui est recommandé, mais enfin, je pense que tout le monde sait déjà un peu, c'est du coup, en effet, déjà de les laver avant de les consommer. Et parfois même, on recommande de laver le produit avant de le peler. Parce que par exemple, si vous avez une pomme de terre, vous la pelez, parfois vous transférez le produit, la terre ou voilà, une substance toxique sur la pomme de terre. Alors quand vous avez de la terre, vous allez la rincer derrière. Et parfois, sur certains aliments comme le concombre, on ne voit pas spécialement qu'on transfère et donc on ne va pas spécialement penser à le rincer. Donc l'idée, c'est de plutôt le laver avant, de le peler et comme ça, on a enlevé une première couche. Après, ce qu'on va recommander, c'est d'aller vers du bio si c'est possible. Moi, je recommande d'aller vers du bio sur les produits qu'on utilise très régulièrement. Du style, vous mangez des yaourts tous les jours, du beurre tous les jours. Ces produits-là qu'on utilise tous les jours, c'est mieux d'aller vers des produits avec des labels bio. Si vous mangez une pomme tous les 36 du mois, oui, on sait qu'il y a des pesticides dessus, mais si c'est ponctuel, c'est moins grave, d'accord, que si vous mangez une pomme tous les jours, à ce moment-là, vous allez vers des pommes bio, même si la pomme, c'est le fruit qui est le plus recommandé de le manger en bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, les pesticides, ils vont aller se stocker dans la peau des fruits ou des légumes. Alors, c'est compliqué parce que quand c'est une peau de banane, c'est pas très grave, vous la mangez pas. Mais sur une peau de pomme, il y a beaucoup de vitamines et tout dans la peau, donc il faudrait la manger. Mais en même temps, il y a les pesticides. Donc là, ça vaut peut-être plus le coup d'aller vers du bio si vous voulez manger la peau. Ça reste des choix à faire. Il y en a qui les pèlent tout le temps, voilà. Après, l'idéal, c'est d'aller sur des produits locaux, de saison, parce que du coup, si c'est de saison, on utilise moins de pesticides puisque ce sont des fruits et des légumes qui sont censés pousser à cette période-là, sur la bonne terre, etc. Mais ça reste des généralités, hein. On peut très bien avoir un produit local de saison qui est hyper contaminé. Voilà, et l'idéal aussi, ça va être d'aller sur des produits qui ne sont pas transformés ou ultra transformés. La plupart du temps, essayer de cuisiner soi-même plutôt que d'aller acheter des gâteaux ou des biscuits. On sait que voilà, il y a des additifs dedans qui sont pas top. Ce qui est important, c'est que par exemple pour les enfants, faites bien attention à l'âge, d'accord? Si vous achetez une compote qui n'est pas adaptée à un enfant de moins de 3 ans, eh ben, il y a des additifs dedans qui sont autorisés et qui seraient interdits si c'était un produit qui est pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà, et donc il y a ce genre de choses aussi à surveiller. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, il faut se dire que voilà, si c'est des produits ponctuellement que vous achetez, vous ne stressez pas non plus. Si vous achetez de temps en temps ça, pensez vraiment au nombre de fois où vous êtes exposé par jour et faites vraiment attention sur ces produits-là plutôt que sur les autres. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Si vous avez la possibilité d'acheter tout en bio, tant mieux pour vous. Mais il y a des produits qui ne sont pas bio qui sont très bien aussi, d'accord? C'est juste essayer de limiter au maximum son exposition. Je sais pas si ça répond à tes questions. Oui, tout à fait. Merci. Moi, j'avais une question en tout début de webinaire. Moi, tu parlais de soja et de choux et de perturbateurs endocriniens naturels. Ça voulait dire quoi en fait? J'ai pas trop compris à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut se méfier du soja ou même bio ou pas? Ouais, alors en fait, oui, il faut savoir qu'en gros, souvent, on pense aux perturbateurs endocriniens, on se dit, ah, c'est l'industrie chimique, c'est les méchants, ils ont créé des substances comme ça. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des substances qui sont naturellement présentes dans l'environnement, notamment dans le soja et le chou, qui sont perturbateurs endocriniens, d'accord? Et on sait aujourd'hui, alors ça, c'est un peu un sujet compliqué, le soja, parce que on a du mal à faire passer ce message-là, les gens le savent de plus en plus, mais vu qu'il y a beaucoup de personnes véganes ou végétariennes, et donc du coup, c'est un peu le produit de substitution, le soja, les messages ont du mal à passer, mais le soja, c'est un perturbateur endocrinien très puissant. D'accord? Et donc, c'est un phytoœstrogène. Donc, en fait, il va mimer l'activité œstrogénique.
d'accord, de l'œstrogène en fait dans l'organisme. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de la puberté précoce chez certaines petites filles végétariennes ou autres parce que elles vont être exposées à ces molécules qui sont présentes dans le soja. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention si on est végétarien ou vegan parce que on s'y expose beaucoup plus que la population générale. Mais il faut savoir aussi que ce soja, parfois, il est caché dans d'autres produits, dans des biscuits classiques ou autres, en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai fait une interview récemment avec Catherine Beneteau, une chercheuse qui travaille sur les phytoœstrogènes, notamment sur le soja, et elle me disait par exemple que parfois elle travaille avec des femmes qui veulent avoir des enfants, qui sont végétariennes, et en fait, en discutant avec elles, elles se rendent compte qu'en fait, elles sont hyper exposées au soja, et donc du coup, ça pose un vrai problème pour la conception. Donc attention, il y a des produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens naturels. Il y a une histoire de quantité, une histoire de nombre de fois où on s'y expose, etc. D'accord? C'est pas en mangeant une fois du soja de temps en temps qu'il y aura un effet visible en fait de ce perturbateur endocrinien. D'accord? Par contre, si en effet vous êtes végétarienne, c'est un sujet à prendre en compte. On a une notion un peu de quantité ou pas? Ou ça dépend bien sûr de l'organisme de chacun, je suppose. Non, il y a des notions de quantité, c'est quand même assez bas, mais je pourrais pas vous dire là la quantité. Il faudrait que je regarde. Je Ok, connais pas par cœur, mais oui, on a les informations aujourd'hui. merci. Bon, et bien parfait. Du coup, on va conclure. J'espère que vous avez découvert au passage le métier d'éco-toxicologue. C'est pas tous les jours qu'on en croise. Donc, merci encore Jennifer d'avoir répondu à notre invitation. C'était super et très, très clair. Now